4h30 de discussion à 3, 1 mois et demi de travail pour réactualiser le programme commun. La guerre météorologique, arme suprême, Américains et Soviétiques sont contre. Élections législatives en Israël, un résultat décisif pour la paix au Proche-Orient. La révélation française du Festival de Cannes, Isabelle Huppert. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'événement de la journée, c'était donc les retrouvailles des trois leaders de la gauche, François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre, qui s'étaient proposés depuis quelques semaines de réactualiser le programme commun. Un sommet bien huilé s'il n'y avait eu l'accident de parcours de la semaine dernière, le chiffrage du programme commun par les communistes et les communistes seuls. On s'attendait donc ce matin à une prise de contact difficile, à un petit peu d'électricité dans l'air, mais rien de spectaculaire n'est venu. Et si l'on n'a pas commencé à faire vraiment les comptes, on ne les a pas réglés pour autant. Georges Marchais parle même d'un climat détendu. Finalement, deux décisions, l'une de principe, le programme commun sera actualisé d'ici à la fin juin, l'autre de procédure, un groupe de travail commun aux trois formations va s'atteler au dossier. Peu avant 10 h ce matin, devant l'immeuble du 11 de la rue de Grenelle, des voitures qui s'arrêtent, des hommes politiques que l'on reconnaît dans la rue, des flashs qui crépitent, des micros qui se tendent déjà. François Mitterrand puis Georges Marchais, le geste courtois ou le visage souriant, vont retrouver au deuxième étage Robert Fabre, le radical qui les reçoit. Les locaux sont étroits, les journalistes s'entassent. 4h30 après, les portes s'ouvrent, à nouveau les photos et les micros pour recueillir la déclaration tant attendue. Les délégations ont constitué un groupe de travail commun composé de 5 représentants de chaque formation. Les travaux d'actualisation du programme commun seront conclus dans les meilleurs délais par une rencontre au plus haut niveau. Tout de suite après, François Mitterrand s'éloigne sans mot dire, Georges Marchais, lui, est plus bavard. La réunion de ce matin ne pouvait pas se terminer par un accord, compte tenu que la négociation n'a pas commencé. Elle va maintenant commencer. Nous nous sommes mis d'accord pour engager la discussion afin d'actualiser le programme. C'est la fin d'un sommet, quelques confidences sont échangées, les derniers clichés, on se retrouvera encore à la fin du mois de juin. Donc finalement, Noël Copain, la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie surprise. Oui, en tout cas, il n'y a pas eu d'éclat. Et le climat était effectivement assez lourd au départ, semble-t-il, d'après les confidences que nous avons pu recueillir, et il s'est détendu par la suite. Monsieur François Mitterrand n'a pas voulu ouvrir de polémique sur la fameuse affaire que vous évoquiez tout à l'heure, de la publication du chiffrage de l'actualisation du programme commun par l'humanité. Il avait embarrassé au moment de son débat avec M. Barr. Mais il a voulu se montrer tout de suite très ferme sur le principe suivant, trop ferme d'ailleurs, ont considéré certains de ses partenaires. Sur ce principe, il ne s'agit pas de nouvelles négociations, il s'agit simplement d'actualiser le programme commun et seulement de l'actualiser. Monsieur Marchais a d'abord protesté contre cette attitude qui en fait était un non extrêmement catégorique à l'extension du nombre des nationalisations, et puis Monsieur Marchais lui-même s'est montré par la suite plus conciliant. C'est ainsi qu'il a accepté la proposition socialiste d'avoir un seul groupe de travail au lieu de plusieurs. Ça a l'air d'une simple affaire de procédure, mais en fait il y a quand même une arrière-pensée politique, c'est d'éviter que l'on attache trop d'importance à un seul problème, par exemple celui des nationalisations, en faisant un groupe de travail spécialement sur ce sujet. À noter aussi que M. Marchais, répondant à certaines interrogations, à certaines insinuations qu'on avait entendues même à gauche ces jours-ci, a affirmé de façon très nette nous voulons gagner, nous avons bien l'intention d'arriver au gouvernement. Alors le calendrier maintenant. Eh bien, le calendrier, le groupe de travail devra mettre les bouchées doubles. Il s'agit de terminer avant les grandes vacances. M. Marchais a fait remarquer, je crois, en souriant, qu'il avait déjà pris son billet de vacances pour le 1er juillet. Donc il faut terminer avant la fin du mois, les vacances de M. Marchais. Je signale quand même que le premier véritable commentaire du Parti communiste sur ce sujet, c'est M. Marchais qui le fera demain soir sur Antenne 2 à l'émission Carte sur table. À 20h30. Pour en finir avec la politique, un mot sur les projets du gouvernement. Il est ce soir entre deux écueils. D'abord celui de la taxe professionnelle, qu'il a bien passé, puisque les députés de la majorité se sont mis d'accord sur le nouveau projet de loi proposé par Robert Boulin. Deuxième écueil, l'Europe. Demain, les ministres examineront l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel. Tout à l'heure, les trois groupes de la majorité ont été reçus par Raymond Barre. On peut imaginer que c'est pour parler de cela. L'étranger, on va peut-être demain éviter une guerre dont vous ne soupçonniez pas l'existence, la guerre météorologique.
On connaissait la guerre classique, la guerre nucléaire, la guerre bactériologique. On connaît moins cette guerre qui utilise les modifications de l'environnement à des fins militaires. Soviétiques, Américains, Allemands de l'Est, Bulgares et Polonais vont signer demain à Genève un traité en ce sens. Cela vaut la peine de s'arrêter 2 minutes, en compagnie de Georges Leclerc, sur cette guerre météo, une guerre à coups de nuages. Un nuage, un simple nuage, peut devenir une arme incroyable, sans parade possible si on sait l'utiliser. Déclencher des tempêtes sur commande, cela a l'air d'un rêve de savant fou. C'est pourtant l'objet de recherche de nombreux militaires du monde entier dans des laboratoires ultra secrets. Pensez donc, paralyser complètement un pays sans même qu'il sache s'il est attaqué ou non, sans qu'il ne riposte, sans qu'il ne se défende. Aujourd'hui, des spécialistes pensent que la guerre météorologique a déjà été déclenchée à certains endroits de la planète, que certaines des catastrophes récentes ne sont pas tout à fait naturelles. Et grâce à la technique moderne, cette guerre est à la portée de n'importe quel pays, ou presque. Souvenez-vous, il y a 2 mois, du froid qui a paralysé une partie des États-Unis et qui a déclenché une crise énergétique dans ce pays. Imaginez que ce froid peut être, sinon créé artificiellement, du moins aggravé soudainement dans certaines régions. Pour l'économie d'un pays, c'est parfois pire que la guerre tout court. Voilà pourquoi les États-Unis et l'Union soviétique signent demain un traité interdisant ce genre de guerre. Ils craignent qu'un pays ne déclenche une catastrophe par manque de contrôle. Regardez, il neige sur Jérusalem. C'est assez inhabituel sous cette latitude. Alors imaginez qu'un pays prenne peur un jour devant un simple coup de froid et riposte n'importe où. Mais il y a encore plus insidieux. Une simple pluie persistante pendant des jours, des semaines, des mois. Voilà qui semble banal. Pourtant c'est l'idéal pour paralyser un pays. Cela aussi c'est la guerre météorologique. Il suffit que ce pays ne le sache pas. C'est contre cela aussi que les Russes et les Américains s'allient. Mais je ne sais pas qui nous veut du mal, mais il ne fait pas très beau en France. Depuis 7 heures ce matin, Israël vote et les électeurs là-bas n'ont que l'embarras du choix pour constituer leur parlement 22 listes concurrentes. Cela rend tout pronostic pratiquement impossible, d'autant que 48 heures avant d'aller aux urnes, un électeur sur 4 ne savait toujours pas ce qu'il allait voter. On ne connaîtra les 120 nouveaux membres de la Knesset, le Parlement israélien, que demain, puisque les bureaux de vote ouverts dès 7 heures ce matin ne fermeront qu'à 11 heures ce soir. Pourtant, il apparaît déjà que la participation sera très élevée, malgré le temps radieux et l'attrait des plages. Les sondages laissent prévoir une lutte extrêmement serrée entre le Parti travailliste, dont le chef est l'actuel Premier ministre par intérim, Shimon Peres, et le Likoud, c'est-à-dire la coalition de droite. On prévoit pour l'instant 39 sièges pour les travaillistes contre 38 pour le Likoud. Si c'est le cas, cet homme, Yigal Yadin, deviendrait l'arbitre. Le professeur Yadin, après avoir voté, a dit qu'il essaierait de parvenir à un gouvernement de coalition. Tous les Israéliens semblent pourtant souhaiter un gouvernement fort, capable de négocier une véritable paix avec les Arabes. Tant les travaillistes que Yadin admettent la possibilité de rendre certains des territoires conquis en 1967, alors que le Likoud, lui, s'y refuse. Autre problème auquel devra faire face le nouveau gouvernement, maîtriser une inflation qui atteint 38% par an et apaiser l'agitation sociale. La violence à nos frontières, violence en Italie, obsèque hier d'une jeune fille tuée jeudi dernier à l'occasion d'une manifestation, et puis hier soir 3 nouveaux enlèvements qui portent à 33 le nombre des rapts commis en Italie depuis le début de l'année. Et puis en Espagne, une région douloureuse, le Pays Basque. Plusieurs dizaines de blessés hier encore à l'occasion de la grève générale à Pampelune, à Bilbao et à Renteria. 5 morts en 4 jours, des dizaines de blessés. Les émeutes dans le Pays Basque se soldent par un bilan très lourd, si lourd que la plupart des organisations de gauche estiment aujourd'hui qu'il est temps d'imposer une trêve pour souffler, mais aussi en raison de la situation politique. Dans un mois en effet, les Espagnols vont se rendre aux urnes pour des élections générales et il n'est pas question pour les Basques de laisser se développer une agitation qui pourrait être mise à profit par des organisations d'extrême droite. Mais au-delà de cette agitation, les Basques ont de toute évidence atteint leur objectif. À travers le problème de l'amnistie, ils ont lancé un véritable avertissement à Adolfo Suárez, le Premier ministre espagnol. Il va falloir très vite
s'occupaient de la montée des nationalismes. Aujourd'hui, le Pays basque vient de donner l'exemple. Demain, ce pourrait être au tour de la Catalogne. À l'instant, ce télégramme en provenance de Bamako, la mort de l'ancien président du Mali, Modibo Keïta. J'ai extrait de François d'aujourd'hui cette double photo étonnante, une Espagnole qui a mis au monde 2 bébés à 1 mois d'intervalle, 2 fausses jumelles nées de 2 ovules différents. C'est incroyable et pourtant c'est vrai. Mais parlons de la grossesse de tous les jours, si j'ose dire. Depuis 2 ans, en Seine-Saint-Denis, 2 communes vivent une expérience pilote de surveillance de la grossesse. Toutes les femmes enceintes sont examinées au moins 1 fois par mois par un médecin et une sage-femme, ce qui n'est pas chose courante. Les résultats sont probants, moins d'enfants mort-nés, moins de prématurés, moins de handicapés aussi. Martine Alain Regnault et Bernard Appé ont enquêté au Blanc-Ménil et à Aulnay-sous-Bois. Cet enfant est vivant. Il pleure, gigote, crie, mange et le plus souvent dort paisiblement. 2 jours après sa naissance, il va sortir de couveuse. Pourtant, cet enfant normal, né presque à terme, revient de loin, de très loin. Alors, ce bébé ne serait pas parmi nous si, pendant sa grossesse, la mère n'avait pas été suivie d'une manière régulière, si plusieurs hospitalisations relayées par des soins à domicile n'avaient pas été entreprises. Elle était porteuse d'une anomalie grave de la grossesse, qui est une mauvaise insertion du placenta, entraînant des hémorragies redoutables et graves répétées. J'ai été suivie par une sage-femme à domicile qui venait toutes les semaines régulièrement parce que j'avais fait un peu de tension et ensuite j'ai été hospitalisée pendant 3 jours pour des œdèmes aux jambes. Vous avez déjà eu une grossesse au préalable? Oui. Et le bébé? Il est mort à 5 mois et demi. Et vous savez pourquoi? Oui. J'ai eu une crise d'éclampsie due à l'albumine et je l'ai perdue. Et vous étiez surveillée? Oui, mais enfin pas comme il le fallait. Hein. Et cette fois-ci? Oh là, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis suivie régulièrement, tous les mois, et la sage-femme vient me voir. Vous savez que ces mères et ces enfants doivent, comme près de 4 milliers d'autres, leur bonheur actuel à des circonstances exceptionnelles. Elles ont été surveillées régulièrement par des médecins ou des sages-femmes du secteur public et du secteur privé. Les consultations données au moins 1 fois par mois ont été remboursées à 100%. Leurs examens, leurs traitements, leurs résultats ont été mis sur fiche. Ils serviront d'exemple. Financée par la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, cette expérience a montré clairement que l'on peut abaisser le nombre des morts-nés et des prématurés dus à des causes médicales. Mais elle a révélé aussi qu'une bonne surveillance de la grossesse ne suffit pas à régler les cas sociaux dans ces communes où 1 personne sur 4 est d'origine étrangère. Pour les femmes qui ont beaucoup d'enfants à la maison, qui ont des difficultés à la maison à cause du chômage de leur mari, du fait qu'elles ont des revenus très bas, pour ces femmes-là, on n'a pas encore réussi et il va falloir très vite entreprendre une action auprès de ces femmes. Vous voulez dire que le problème est plus social que médical, finalement? Le problème est uniquement social. Nous avons travaillé en collaboration avec des médecins spécialistes des établissements privés et publics, des médecins généralistes exerçant en ville, des médecins généralistes exerçant en centre de protection maternelle et infantile. Tout le monde s'est bien entendu? Non seulement tout le monde s'est bien entendu, mais cela a créé un courant tout à fait de coopération et le tout était relié par un système de fiches qui nous tenait en relation permanente avec tous ces secteurs. Ça coûte cher, parce qu'il n'y a pas seulement le prix de la visite, mais d'autres facteurs. Cela entraîne des hospitalisations, une plus grande surveillance automatiquement entraîne des frais supplémentaires, mais cela n'a pas de prix par rapport aux bénéfices qu'on fait en ayant moins d'handicapés ou d'enfants frappés. À votre avis, on devrait faire cette expérience dans toute la France? Elle devrait être généralisée. Vous pensez que les médecins sont formés pour ça? Pas tous, mais je crois qu'il faut une éducation des médecins pour les sensibiliser à ce problème et chaque généraliste devrait assez facilement se mettre au courant. Pour que cette surveillance mensuelle de la grossesse puisse être étendue à la France entière, il faudra admettre qu'elle ne peut être réservée aux gynécologues accoucheurs. Elle doit être l'affaire de tous, médecins de ville, sages-femmes, qui doivent apprendre à coopérer et savoir parfois se rendre au domicile des mères. Maintenant vous êtes sortis des risques alors? Oui. Il est gentil, hein? Dans 1 an, l'enquête va s'arrêter, mais en Seine-Saint-Denis, les bonnes habitudes vont rester pour que battent sans problème les cœurs des enfants qui naîtront demain.
Première prise de contact ce matin entre le patronat et l'ensemble des syndicats sur le problème de la pré-retraite. Il s'agit en fait de voir comment étendre l'accord de 72 sur la pré-retraite aux travailleurs âgés de plus de 60 ans. Ils sont 450 000 dans ce cas. On rouvrira le dossier lundi prochain. Poquelin à nouveau en bourse, c'est pour le mois prochain. Et c'est la conséquence de la prise de participation américaine dans la firme française. Décision approuvée cet après-midi par les actionnaires de Poquelin. C'est le point final d'une négociation commencée l'année dernière lorsque Poquelin, considéré jusqu'alors comme une entreprise très dynamique, s'est trouvé confronté à des difficultés financières presque insurmontables. Ces pelles hydrauliques en France, on les voit sur presque tous les chantiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont aussi connues dans le monde entier. Car Poquelin est le premier constructeur européen de ce type de matériel et l'un des premiers du monde. Poquelin, c'est en effet l'exemple d'une réussite spectaculaire. Petite entreprise familiale de l'Oise qui ne fabriquait en 1950 que des wagonnets, elle est devenue en 20 ans l'une des grandes firmes du matériel de travaux publics avec 9000 employés dans le monde. Mais lorsque Poquelin a voulu attaquer le marché américain il y a quelques années, les choses se sont gâtées. La firme n'avait pas la structure financière nécessaire, résultat des dizaines de millions de francs de pertes en 75 et 76. Pour continuer, Poquelin devait trouver un partenaire qui apporte de l'argent frais. C'est un groupe américain, Cast & Eco, qui détiendra 40% du capital. Une solution 100% française a été cherchée, elle n'a pas été trouvée, ni peut-être même vraiment souhaitée. Il fallait trouver un partenaire qui puisse résoudre notre problème de distribution de matériel aux États-Unis, d'abord, et ensuite qui permette d'avoir une assise commerciale mondiale bien solide et bien constituée. Mais des Français, c'était pas intéressant. Parce que actuellement, malheureusement, il n'y a plus en France hormis Poquelin, de profession de matériel de travaux publics qui soit purement française et qui aurait pu aider Poquelin à cette expansion. Les Américains vous amènent de l'argent, vous, qu'est-ce que vous leur apportez d'intéressant? Nous leur apportons une technique, notamment hydraulique, nous leur apportons des produits qui ont fait notre réputation dans le monde, un réseau commercial, notamment en Europe, qui est très fort, et un nom, qui est le nom Poquelin, qui n'était pas connu il y a 20 ans et qui est connu maintenant partout dans le monde, nom qui sera sauvegardé. Dans le cas de Poquelin, la firme américaine Cast & Eco ne prend qu'une participation dans le capital. Mais cet exemple est significatif de l'intérêt que les industriels américains portent en ce moment aux sociétés françaises et, plus généralement, aux investissements qu'ils peuvent réaliser en France. Nous estimons que c'est un marché extrêmement important, que du point de vue qualité du travail, il est tout à fait exceptionnel. Nous estimons effectivement que les possibilités d'investir, créer des emplois et à travers ceux de faire un bénéfice correct est plus grand aujourd'hui en France que dans beaucoup d'autres pays. La technologie française, l'économie française intéresse, et c'est sûrement à juste titre, les Américains. L'exemple de Poquelin en est une preuve. On peut tout de même regretter que lorsqu'une firme de cette taille et de cette réputation a besoin de trouver des partenaires, elle ne parvienne pas à le faire en France. Et malheureusement, l'exemple n'est pas unique. Un conseil restreint ce matin à l'Elysée sur le programme électronucléaire français. Pas de remise en cause de ce programme, a déclaré le ministre de l'Industrie. Une autre déclaration gouvernementale, celle du secrétaire d'État Christian Poncelet. Le gouvernement est favorable à la suppression de la taxe radio. Elle n'est due que par les auditeurs dépourvus de récepteurs de télévision. Elle pèse donc surtout sur les personnes âgées et à faible revenu. Un débat passionnant tout à l'heure dans quelques minutes au dossier de l'écran. Débat passionnant pour un thème douloureux, les harkis. Ces musulmans qui ont choisi la France au moment de l'indépendance algérienne et qui pour la plupart n'ont pas été payés de leur choix. Le problème que nous allons aborder n'est pas le même, mais il est similaire. C'est celui des enfants d'immigrés. Ils sont 900 000 à aller à l'école en France. Mais ont-ils les mêmes chances que leurs petits camarades français? Ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, un grand nombre ont atteint l'âge adulte. Ils n'ont pas connu d'autre patrie que la France, mais ces jeunes qui sont plus algériens, mais pas encore vraiment français, se retrouvent sur le marché du travail au même point que leurs parents, au point zéro. T'as trouvé deux places là. Il faut que j'aille dans un restaurant là pour demander
parce qu'ils cherchent un jeune apprenti cuisinier. Ouais. Lorsque j'étais étudiant, j'ai compté travailler comme groom dans l'hôtellerie et je me suis présenté un jour aux Champs-Élysées dans un grand hôtel Palace et j'ai exercé donc cette profession de groom. Mais on n'a jamais toléré que je puisse porter mon prénom Messaoud. À chaque fois, le concierge qui m'avait présenté à la patronne de cet hôtel m'appelait Michel, mais je ne pouvais pas supporter ça. Saïd, qui n'a connu comme patrie que la France, a obtenu un CAP d'électromécanicien. À 18 ans, il gagne 12 francs de l'heure comme réparateur d'ascenseurs. C'était bon, même mes profs ils voulaient me pousser à aller continuer au lycée et tout, il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est pas pour me mentir, on est meilleurs. Mais c'était pas possible, on était 6, puis en plus je vivais vachement mal, on mangeait mal et tout. J'allais à l'école pratiquement en short presque. À 16 ans, c'était pas normal, même 17 ans. En short à l'école, même en 76, ça faisait bizarre. Alors j'ai dû travailler. Et votre mère vous a poussé à travailler? Non, de toute façon, même si elle voulait que je travaille pas, c'est pas possible. Matériellement, c'est impossible. Alors, ma mère, dans ces cas-là, elle est toujours neutre. Les parents, ils savent pas. Et t'as des élèves qui ont... Leurs parents, ils leur conseillent à 13 ans, 12 ans, ouais, continuer à l'école parce que ça peut être mauvais, t'en auras besoin. Moi, on m'a jamais dit ça. Moi, ma mère, elle sait pas que l'école, avec un bac, c'est pas ce que c'est qu'un bac. En première, c'est pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Au début, alors, je trouvais pas, j'étais au chômage pendant 3 mois, puis vers le mois de octobre, novembre, 2-3 mois après la rentrée, quoi. Je trouvais pas de travail, alors ma mère, elle me disait, bon, bah, faut que tu acceptes n'importe quoi, quoi. Ça, tu bouffes pas. Avez-vous l'impression que le chômage frappe plus des jeunes qui sont comme vous, d'origine algérienne, mais qui vivent en France, que les autres Français? Oh ouais, nous c'est plus, nous encore. On est encore plus au chômage. C'est encore plus triste pour nous que les autres. Pour quelle raison? Parce qu'ils nous prennent... C'est priorité à eux quand même. Ils se disent, bon, ben, on va laisser aux Français avant, et puis si la place est vacante par les Français, bon, ben, on vous laisse. Là, on choisit pas tellement la place qu'on veut. Tu me donnes un sandwich, s'il te plaît? Un sandwich. Le mec il se présente et puis le médecin il lui dit comme ça, bon ben vous êtes apte pour l'armée, vous allez partir bientôt à Alger. Alors le type il fait non et puis il lui fait un sourire, il a pas de dents devant. Alors le type il lui dit bon ben vous êtes réformé, il lui dit pourquoi? Tu sais pourquoi il a été réformé? Parce qu'il n'arrive pas à dégoupiller les grenades. Tous les locataires de la cité de transit de Gennevilliers sont sur des listes d'attente pour des HLM, certains depuis plus de 15 ans. En France, depuis 40 ans, M. Tarki, père de 4 enfants, se retrouve à présent au chômage. Il n'y voit qu'une solution, repartir en Algérie. Quand vous êtes arrivé au début, qu'est-ce que vous espériez? J'ai espéré, comme tout le monde, être heureux. Il fait sa petite femme et son foyer, quoi. Mais pensiez-vous que vos enfants n'auraient pas les mêmes difficultés que vous? Non, je ne pensais pas. Non. Donc vous êtes déçu de ce point de vue-là? Oh, beaucoup. Oui. Mes enfants, ils veulent toujours avoir ce qu'ils veulent avoir. Je l'ai toujours donné. Mais maintenant... Et pour eux, vous avez peur maintenant? Bah pour eux, plutôt, oui. Que leur vie soit difficile, comme la vôtre était difficile? Oh bah la mienne, elle a bien été. Oui. Mais la leur, je la voyais pas comme la mienne. En étant... Vous la voyez comment? Rien, zéro. Vous ne voyez rien devant vous. Vous ne voyez pas ce que ça peut devenir, c'est ça? Oui. Oui. J'ai cru bien faire. Puis je ne sais pas, je crois que j'ai mal fait. Puis notre rendez-vous, 20h30, les dossiers d'écran, le problème des harkis. Cannes adore s'inventer des cendrillons. Chaque année, le festival fabrique ou révèle des jeunes talents qui éclatent sur les écrans quelques mois plus tard. Les Américains et les Italiens ont souvent leur lot, rarement les Français. Raison de plus pour applaudir à la performance d'une jeune fille de 23 ans dont on chuchote déjà le nom pour le prix d'interprétation féminine. Elle s'appelle Isabelle Huppert. C'est la vedette d'un film de Claude Loretta tiré d'un livre de Pascal Lenné, La Dentelière. Dans une minute, vous allez la découvrir en chair et en os. Regardons-la déjà au cinéma. Quel tu veux? Comme tu voudras, toi. Devine. Je sais pas. Tu sais vraiment pas. Tiens, prends celui-là.
C'est bien celui-là que tu voulais, non? Enfin, t'as raison, celui-là il est moche, je le déchire. Oh non, non, donne-le-moi si tu l'aimes pas. Pas mieux comme ça? Bon, à demain. Au revoir. Isabelle Huppert, à mi-parcours du festival, ça vous embête hein, qu'on commence un peu à parler de vous pour un prix d'interprétation? Ouais, un petit peu, oui, parce que... Vous avez peur de le rater? Non, j'ai pas peur de le rater, mais je crois que de toute façon, cette année, la concurrence est sévère. C'est bien, c'est vraiment un festival de femmes, je trouve. Vous avez 4 ans de cinéma derrière vous, 14 films. À peu près, oui. Et puis vous jouez toujours des rôles d'adolescente, de gamine souvent. C'est difficile de sortir de son personnage. Vous avez 23 ans pourtant. Oui, 23 ans, oui. Non, moi c'est des personnages qui me conviennent bien intérieurement, qui me ressemblent un petit peu. Mais maintenant j'aimerais jouer des personnages un petit peu plus vindicatifs, enfin qui s'expriment un petit peu plus par la parole. Parce que la Dentelière c'est un personnage très intérieur, très silencieux, assez passif. Oui, elle s'appelle Pomme. Elle s'appelle Pomme. Elle a une histoire assez lisse finalement. C'est une histoire d'amour, oui. C'est une jeune fille qui travaille dans un salon de coiffure, qui est une apprentie coiffeuse, qui rencontre un jeune homme en vacances, qui est un étudiant, qui est lui-même assez timide, assez maladroit. Et puis leur timidité les réunit un temps, et leur histoire n'aura qu'un temps aussi. Il n'arrivera jamais à l'intégrer dans son milieu à lui, et finalement elle se réfugiera dans son silence. Auteur du roman qui s'appelle Pascal Lenné et qui a eu le Goncourt en 1974 pour ce roman, dit de vous, elle m'a volé ma dentelière. Et oui, je crois que dans sa bouche, c'est un compliment. Oh non, c'est un grand compliment, mais je crois qu'il a reconnu qu'au début, quand on lui a dit qu'on m'avait choisi, il pensait peut-être pas que j'aurais pu donner le côté assez populaire du personnage. Enfin, c'est un personnage qui est d'un univers social finalement différent du mien. Et puis je crois qu'il a vu le film et que... Vous avez 2 films à Cannes en fait. Oui, j'ai 2 films. J'en ai un autre que j'ai tourné tout de suite après La Dentelière, qui s'appelle Les Indiens sont encore loin, d'une jeune réalisatrice suisse qui s'appelle Patricia Moraz et qui représente la Suisse à la quinzaine des réalisateurs, avec Christine Pascal. Et puis vos projets, il y a un peu de cinéma, un peu de théâtre. Un peu de théâtre, oui. Là, en ce moment, je répète une pièce de théâtre qui est mise en scène par ma sœur Caroline, que je vais jouer. Une des 4 sœurs, que je vais jouer au Théâtre des Bouffes du Nord à partir du 1er juin. C'est une pièce de Musset. On ne badine pas avec l'amour. Vous ne trouvez pas que le cinéma français manque un peu de jeunes comédiennes, justement, qui soient un jour susceptibles d'avoir leur nom prononcé pour Non, un prix? moi je trouve pas. Il faut savoir les chercher. Il faut aller au théâtre. Isabelle Adjani, on parle que de vous? On parle que de moi? Vous, d'Isabelle Adjani, puis c'est tout? Eh bien, il faut aller dans les cafés-théâtres. Moi, j'en connais beaucoup des jeunes comédiennes. Merci Isabelle Huppert. Bonne chance. 2 mots de sport pour terminer. Tour de France moto. Le leader Geneletti abandonne. Deseul prend à nouveau la tête de la course. Et puis football, dans quelques minutes, dans quelques secondes même, vont se disputer les matchs retour des quarts de finale de la Coupe de France. Une tâche, vous le voyez, relativement aisée pour Nice et pour Saint-Etienne. Très difficile pour Reims, face à Lorient. Et une partie très disputée à Nantes face à Lens. Tous les résultats dans notre dernier journal. La météo maintenant, demain le temps sera très nuageux sur la moitié sud du pays avec des pluies et parfois des orages, surtout sur la Méditerranée et sur la Corse. Sur la moitié nord, des nuages mais pas de pluie, des températures stationnaires ou en légère hausse. Et puis pour ceux qui se préparent au grand pont de l'Ascension, pas de prévision météo, mais un conseil qui peut vous aider à éviter pas mal d'embouteillages. Ne sortez pas des grandes villes mercredi entre 15h et 21h, et jeudi, entre 6h et midi. N'y entrez pas non plus dimanche, entre 15h et minuit. Puis vous vous débrouillez au milieu. Voilà, sur ces beaux conseils, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est Hélène Vida qui présentera le dernier journal vers 23h30. Bonsoir à tous, à demain.